Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. L'actualité économique est marquée dernièrement par l'annonce de droits de douane supplémentaires aux États-Unis. Dans un contexte où les économies sont de plus en plus interconnectées, ces développements suscitent des préoccupations à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous allons aborder ces questions avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir par visioconférence Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, et depuis Bruxelles, Bernard de Witt, président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Alors, je vais commencer par M. Ding Yifan. On se souvient que pendant sa campagne électorale, le président Trump a réitéré maintes fois qu'il aimait bien le mot droit de douane et il les trouve très beaux. Pourquoi Donald Trump attache une telle importance à cet outil qui est le droit de douane, M. Ding Yifan? En fait, l'objectif du président Trump est de forcer les autres pays à investir davantage aux États-Unis pour aider l'Amérique à réindustrialiser. Et il pense que, comme les autres économies, y compris l'Union européenne, la Chine, le Japon, tous les autres partenaires commerciaux, convoitent le marché américain. Donc, s'ils veulent toujours continuer de profiter du marché américain, ils doivent investir. Au lieu de toujours faire du commerce avec des Américains, ils doivent investir en Amérique et aider l'Amérique à se réindustrialiser. C'était son objectif. C'est pour ça qu'il aime élever le niveau de douane, de droits de douane, aussi pour augmenter un peu la recette fiscale de l'État. En fait, l'objectif de Donald Trump est de baisser l'impôt sur les industries pour que les Américains investissent davantage dans la réindustrialisation. Pour cela, il baisse le taux d'imposition sur les entreprises. Alors, bien sûr, avec la réduction de l'impôt, il y a un vide dans la fiscalité d'État. Donc, pour remplir le vide, il pense que l'élévation du niveau de droits de douane pourrait compenser ce vide de la recette fiscale. En fait, c'est une idée un peu simpliste, car ce n'est jamais égal. On ne peut pas compenser le manque de recettes fiscales de la réduction de l'impôt sur les entreprises par l'augmentation de droits de douane. Et M. de Witt, quel est votre avis là-dessus? Mais je souscris entièrement à ce qu'a dit le professeur Ding. J'ajouterais que le gros danger, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que vous imposez des droits de douane à certains pays, ces pays vont adopter des mesures de rétorsion en appliquant à leur tour des droits de douane sur les produits venant de votre pays. On le voit actuellement dans les discussions avec la Chine, on le voit dans les discussions avec le Canada, on le voit avec le Mexique, on le voit avec l'Europe. Comme l'a dit hier le commissaire européen au commerce, c'est des stratégies perdant-perdant, on y reviendra sans doute. Mais je pense que ici, il faut faire très attention à manipuler les droits de douane parce que les États-Unis ne sont pas seuls au monde et que d'autres pays peuvent également les appliquer. Pendant sa campagne, il a souligné plusieurs fois qu'il y a plusieurs anciens présidents américains qui ont eu recours aux droits de douane comme outil pour le développement de l'Amérique. Alors, M. Ding Yifan, vous avez fait des recherches sur les États-Unis pendant de longues années. Et quel est votre regard sur ces repères historiques? Et ces repères historiques ne pourraient pas servir aux intérêts d'Amérique d'aujourd'hui. Car historiquement, bien sûr, les dirigeants américains ont commencé par Hamilton, qui est considéré comme les pères fondateurs de l'Amérique,
avait utilisé le droit de douane pour protéger le marché américain, pour développer ses propres industries face aux industries européennes à l'époque. Mais à l'époque, le commerce international est basé principalement sur le commerce des produits finis. Les pays européens avaient l'habitude d'exporter des produits industrialisés finis vers le marché américain et on achète des produits préliminaires, c'est-à-dire des matières premières, par exemple du coton, du charbon, etc., de l'Amérique. Donc, lorsque l'Amérique voulait développer sa propre industrie, donc il voulait utiliser le droit de douane pour protéger son marché et pour favoriser le développement de ses propres industries. Mais aujourd'hui, comme M. De Witt a très bien expliqué, les commerces sont principalement le commerce des chaînes de production. C'est-à-dire que entre les pays, entre les économies, la plupart du commerce est basé sur l'échange des produits intermédiaires. Ce ne sont pas forcément des produits finis. Prenons par exemple l'exemple du commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis. Pendant le premier mandat du président Trump, il avait déjà commencé cette guerre de tarifs, cette guerre de droits de douane. Eh bien, il avait imposé à peu près 20% de surtaxe sur le produit chinois. Eh bien, ce qui fait que beaucoup d'entreprises américaines ont souffert beaucoup de cela, parce que finalement, le commerce sino-américain est à peu près à l'époque, pendant le premier mandat, est à 60% composé de produits intermédiaires. Seulement 40% du commerce bilatéral est des produits finis. Cela veut dire que les entreprises américaines comptent beaucoup sur l'importation des produits intermédiaires chinois pour finir leur production. Donc, cette guerre de tarifs ne sert pas les intérêts des industries américaines. Au contraire, ça va tuer des industries américaines. Il y a des entreprises de PME américaines qui ont fait faillite parce qu'elles n'arrivent pas à avoir suffisamment de produits intermédiaires en provenance de la Chine. C'était le cas de la première guerre de tarifs et je pense que cette fois-ci aussi. Ça va tuer beaucoup plus d'industries américaines que d'exportateurs chinois. Mais est-ce que vous pensez que cette fois, il y a une différence dans ces stratégies en appliquant cet outil de droit de douane durant sa seconde mandat, M. Ding? Non, je ne pense pas. Parce que, en fait, M. Trump a une interprétation un peu bizarre du commerce international. Il s'attache à un vieux style du commerce, c'est-à-dire que le commerce est toujours pour lui le commerce entre les produits finis ou même entre parce que les autres économies convoitent toujours le marché américain. Mais si on regarde par exemple l'exportation chinoise, le commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis, qui était très important traditionnellement, aujourd'hui ne représente seulement que 11% du commerce international de Chine. Alors que le commerce entre la Chine et ce qu'on appelle les pays du Sud global, y compris les pays ceinture et route et les pays BRICS, etc., représente plus de 47% du commerce chinois. Donc, ce qui montre que finalement, le marché américain n'est plus tellement important pour la Chine, même pour ce commerce international. Alors que souvent, je pense que le président Trump ne réalise pas cette réalité. Ne voit pas cette réalité en face. Et M. De Witt, en tant qu'Européen, pensez-vous qu'il y a une différence de stratégie entre le premier mandat de Trump et ce deuxième mandat? Ce qui me frappe dans le deuxième mandat, j'ai l'impression que lors du premier mandat, il avait surtout un pays en ligne de mire, c'était la Chine. La Chine était en danger.
Et donc, il fallait prendre une série de mesures tarifaires, notamment vis-à-vis de la Chine. Dans le début de ce second mandat, c'est plutôt, si vous permettez cette expression un peu triviale, je tire tous azimuts. Je vais contre, je dirais, non seulement on parle de hausse de tarifs douaniers pour la Chine, mais on parle aussi pour d'autres pays, et notamment des pays traditionnellement alliés des États-Unis. On pense par exemple au Canada, on pense maintenant à l'Europe. L'Europe qui a quand même toujours été, je dirais, un partenaire très proche des États-Unis. On le voit maintenant avec, je dirais, des taxes sur l'acier qui importé aux États-Unis. On le voit sur, notamment aussi pour ce qui concerne l'industrie automobile. Et pour des pays comme la France et l'Allemagne, par exemple, l'industrie automobile est importante et les exportations, notamment de véhicules allemands aux États-Unis, étaient fort importantes. Je dirais, la hausse des tarifs aura des répercussions. Donc, ça, c'est la première chose qui me frappe dans ce nouveau mandat du président Trump, c'est, je dirais, cet accent mis sur le fait que plus personne n'est à l'abri, en quelque sorte, des sanctions américaines, qu'il soit, je dirais, un rival, entre guillemets, depuis quelques années, ou un allié depuis longue date. Alors, donc, quelle est la réaction en Europe aujourd'hui, en général, envers ces annonces? Et personnellement, en tant qu'entrepreneur, quel est votre sentiment? La réaction en Europe est une réaction d'abord, j'aurais presque dit, de sidération. Et puis, voilà, l'Europe commence à réagir. On l'a vu avec les déclarations très récentes de Mme von der Leyen, qui préside la Commission européenne. L'Europe dit, si vous prenez des sanctions à notre égard, nous allons en prendre également. Du côté des entreprises, c'est aussi, je dirais, des préoccupations, parce que les sanctions, ça n'aide pas au commerce international, ça ne permet pas, je dirais, le développement. Or, ces 40 dernières années, on avait connu quand même de beaux développements du commerce international qui a finalement profité en grande partie à tout le monde, même si certains pays ont peut-être davantage profité que d'autres, mais en général, le niveau de vie, je dirais, s'était augmenté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, je dirais, des difficultés peut-être à s'approvisionner. Par ailleurs, lorsque l'on peut s'approvisionner, les matières premières ou les matières dont on a besoin au niveau des entreprises seront plus chères, donc les produits des entreprises seront plus chers, donc il y aura peut-être moins d'achats, donc une baisse de la rentabilité des entreprises, une baisse du chiffre d'affaires des entreprises. Donc ça, c'est une première préoccupation. La deuxième, c'est que les entreprises aiment la stabilité. Les entreprises aiment la prévisibilité. Or, avec le président Trump et sa nouvelle politique, on entre dans une ère davantage d'instabilité, d'imprédictabilité également, ce qui est préoccupant pour les entreprises. Mais est-ce qu'en Europe, on cherche à savoir pourquoi il y a ce changement de Trump premier mandat, Trump second mandat? Pourquoi il y a cette approche, comme vous dites, entre guillemets, tous azimuts? Je pense que l'Europe réalise que aux États-Unis, il y a un peu un repli sur soi, ce qui n'est pas propre aux États-Unis. Vous le voyez en Europe, nous avons une série de partis politiques qui prônent également le rétablissement des frontières, qui prônent également, je dirais, ce repli sur soi. C'est donc un phénomène plus large qui peut, je dirais, correspondre à des craintes d'une partie de la population, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, quant à l'avenir, qui se sent aussi quelque peu dépassé par la technologie, qui se sent
je dirais, rejeté et qui alors écoute un petit peu les sirènes ultra-protectionnistes, ultra-nationalistes. Dont en Europe, on a quand même vu dans l'histoire les drames qui se sont déroulés au cours de l'histoire et liés justement à ces nationalismes exacerbés. Alors, Monsieur Ding, en tant que chercheur chinois, quelle est votre compréhension de ces approches de Trump second mandat, comme a évoqué Monsieur De Witt, cette approche entre guillemets tous azimuts? En fait, on ne sait pas. Parce que Donald Trump, il a des attitudes d'homme d'affaires. Surtout, il est assez habile dans les négociations. Et il veut exercer une pression sur son partenaire dans la négociation. C'est pour ça que lorsqu'il a annoncé qu'il va imposer plus de 25% de droits supplémentaires de douane sur les produits canadiens et sur les produits mexicains, et puis 2 jours après, il dit on va repousser l'application de ce droit supplémentaire parce que les Canadiens et les Mexicains se montrent très coopératifs dans la lutte contre le contrôle de drogue illégale, etc. C'est des questions non commerciales. Donc, de ce point de vue, on ne sait pas si il fait ça comme une pression sur ses partenaires et il n'a pas vraiment imposé son droit de douane supplémentaire. Il a menacé d'imposer son droit de douane supplémentaire, mais finalement, le moment venu, il dit on va repousser ça. Le même pour la Chine ou avec l'Union européenne, c'est toujours une menace. C'est toujours une menace. On ne sait pas si c'est une tactique de négociation ou pas. Parce que il a l'habitude de dire que la certitude pour lui, c'est l'incertitude. Donc, il fait planer une espèce d'incertitude et de menace sur la tête des autres partenaires afin d'avoir un peu plus d'avantages dans la négociation. C'est un peu ça. Donc c'est-à-dire que cet outil droit de douane, ça pourrait être servi comme un outil pour aboutir à d'autres choses, d'autres objectifs. C'est ça, dans le cas de la Chine, car le droit de douane supplémentaire ne sert à rien. Mais il veut aboutir à quel objectif alors? Non, ça ne sert à rien, parce que pendant le premier mandat, il a imposé 20 à 25% de droits supplémentaires sur les produits chinois. Mais le résultat, c'est que le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine reste constant. Ça a même augmenté un peu. La logique est simple. Lorsque les États-Unis imposent un droit de douane supplémentaire, les producteurs et les exportateurs chinois vont tenir compte de ce coût supplémentaire. Ils vont augmenter le prix de leurs produits. Cela veut dire que le prix est un peu plus élevé. Finalement, le coût de la taxe a été assumé par les consommateurs américains, non pas par les exportateurs chinois. Car les produits chinois ont une telle demande sur le marché américain. Donc finalement, les exportateurs chinois ont augmenté le prix de l'exportation, ce qui fait que dans notre commerce bilatéral, le déficit américain a agrandi. Au lieu de se baisser, a agrandi parce que les prix, pour les mêmes quantités de produits, les prix sont devenus plus élevés. Les Américains ont été obligés d'acheter les mêmes produits pour un prix plus élevé, ce qui traduit dans le volume commercial un peu plus déficit pour l'Amérique. C'est tout simplement ça. Alors, si vraiment il applique ces taxes, ces droits de douane jusqu'au bout, quel sera l'impact sur l'économie mondiale, surtout, je demande à M. De Witt d'abord pour l'Europe.
Mais je dirais, pour l'Europe, alors, je dirais d'abord, l'on constate actuellement certaines entreprises européennes envisagent d'investir aux États-Unis dans des centres de production parce qu'il y a des incitants fiscaux notamment, et le professeur Ding en a parlé, mais ce que l'on craint surtout, c'est le ralentissement du commerce mondial, parce qu'avec ces droits de douane et ces taxes aux importations, aux exportations, peut entraîner ce ralentissement. C'est le fait que la croissance que l'on connaissait, qui était déjà pas très brillante, pourrait se changer en une forme de récession. C'est aussi une grosse préoccupation. C'est la préoccupation des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement mondial, parce que là aussi, il y a, je dirais, des difficultés qui peuvent surgir. Ça peut être aussi le retour d'une inflation plus grande, parce que, comme l'a dit le professeur Ding, les produits vont être plus chers de part et d'autre, et donc retour de l'inflation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis également. C'est aussi l'affaiblissement du multilatéralisme. On le voit notamment avec les pressions sur l'OMC. On l'a vu avec l'annonce des États-Unis qu'il allait se retirer de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un tout autre domaine, mais ça montre aussi qu'il y a ce repli qui a des répercussions. C'est aussi les répercussions des décisions, par exemple, de supprimer, en tout cas pour le moment, de geler les aides internationales qui étaient fournies par les États-Unis à de nombreux pays. Voilà, tout cela engendre, je dirais, des incertitudes et des perspectives d'avenir qui ne sont pas toujours des plus réjouissantes. Et Monsieur Ding, quel est votre point de vue sur l'impact de ces actions de Trump sur le reste du monde? Ça va avoir un impact très négatif sur la reprise de l'économie mondiale. En fait, si vous regardez le développement économique du monde depuis la Covid, en fait, l'économie est en train de se reprendre, mais à un pas très ralenti. Avec cette guerre de droits de douane, eh bien, comme M. De Witt a très bien expliqué, eh bien, la chaîne d'approvisionnement globale se sera affectée sérieusement. De nos jours, le commerce international est composé dans une large partie des composants de la chaîne d'approvisionnement. Lorsque la guerre de droits de douane rend la chaîne d'approvisionnement instable, les entreprises vont hésiter à investir, à acheter des produits. Si bien que la reprise économique se sera ralentie terriblement à cause de cette guerre de droits de douane. C'est sûr. Alors, Monsieur De Witt, il y a aussi une question que je voulais demander, c'est que quel est aujourd'hui votre sentiment ou le sentiment en Europe en général vers le style de Trump dans ses actions? Par exemple, les annonces qu'il fait, ça varie de jour en jour et il va changer de décision au jour de lendemain. Quel est le ressenti de ce style? Comment vous allez faire face avec ce genre, une personne qui a un style comme ça? Tout le monde attend un petit peu aussi de voir toute l'administration Trump mise en place, parce que le président Trump n'est pas seul. Évidemment des ministres, il a des administrations. Il faudra voir un petit peu comment elles fonctionnent. Il y a toujours des inconditionnels du président Trump, même en Europe. On le voit, je vous l'ai dit, dans ses partis notamment nationalistes. Mais le sentiment général, c'est un sentiment de crainte, en quelque sorte, de se dire, mais vers où va-t-on? Les déclarations faites par le président Trump juste avant son arrivée au pouvoir et après son élection ont poussé l'Europe à réagir. Alors,
On le voit avec l'intelligence artificielle. Le président Macron en France a réuni, je dirais, de nombreux participants de l'intelligence artificielle. Et le vice-président Vance est venu en France. Il y avait une forme de consensus pour dire qu'il faut quelque peu réguler cette intelligence artificielle qui va, je dirais, diriger un petit peu nos vies dans les prochaines années. Et là, les États-Unis et la Chine ont le lead dans ce domaine, mais l'Europe maintenant réalise qu'elle doit faire des efforts. On parle de gros investissements. Là, Madame von der Leyen a parlé de réunir 200 milliards d'euros consacrés à l'intelligence artificielle. On a tous admiré en Chine DeepSeek qui est sorti avec un tout autre modèle que le modèle américain, nécessitant moins de capitaux et moins d'énergie. Mais je dirais en Europe, à la limite, ces déclarations du président Trump nous donnent, si vous voulez, me permettez encore une expression triviale, un peu un coup de pied au derrière. Ils nous disent, bon, mais maintenant, nous, Européens, nous devons aussi avoir nos propres politiques, nous devons aussi nous unir davantage. Et c'est ça tout l'enjeu, je pense, des prochains mois. Ce sera de voir comment l'Europe va pouvoir réagir et avancer ensemble. Et quel est votre avis, M. Ding, très brièvement? En fait, brièvement, je pense que l'Europe, l'exemple DeepSeek chinois, une petite entreprise chinoise, a donné un exemple au monde. D'autant plus que le logiciel produit par le DeepSeek est ouvert à tout le monde. Donc, beaucoup de pays, y compris les Européennes, les Africains, les Latino-Américains, tout le monde peut bâtir sa propre capacité d'usage de l'intelligence artificielle sur le logiciel chinois. Donc, ça ouvre une nouvelle horizon pour beaucoup de pays, pour beaucoup d'utilisateurs, surtout des entreprises, qui ont envie d'utiliser l'intelligence artificielle pour élever leur niveau de productivité. Ça y est, ils peuvent bénéficier du logiciel chinois. Alors ça a donné une nouvelle idée à beaucoup de développeurs de ce genre de logiciel, y compris en Europe. Et je pense que dans l'avenir, il y aurait davantage de coopération entre la Chine et l'Europe pour le développement de l'intelligence artificielle commune. En fait, les entreprises américaines dans le domaine de l'intelligence artificielle, ils sont une espèce de cercle un peu fermé. Leur technologie ou leur savoir-faire nécessite de l'argent énorme. Alors que si on développe d'autres moyens, l'exemple chinois a montré que finalement, si on cherche d'autres voies, on développe d'autres moyens, on peut arriver au même résultat. Cette accessibilité à tout le monde pourrait rendre le développement de l'intelligence artificielle plus utile dans la vie quotidienne, dans la production, dans le renforcement de l'économie, dans un sens de plus de productivité, etc. Je pense que là, ça va donner un élan à une plus grande coopération entre la Chine et l'Europe dans ce domaine. Enfin, de dire que s'enrichir, c'est peut-être pas que peu pour soi, mais ça peut être pour tout le monde aussi. Alors, je vous remercie, M. Ding Fang et M. De Witt, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.